Et je crois que nous sommes réunis ce soir pour une cause noble. Mais avant d'abord, je vais vous présenter un monsieur qui, dès le départ, a toujours été avec la place Bara. Il est cofondateur du fonds Yagui Fodé. Je vais vous parler de monsieur Jean-Jacques Chil, s'il vous plaît, on va l'applaudir. Donc, 2 août 1999, 2 août 2021, ça fait 22 ans que nos frères, nos enfants ont été retrouvés dans le train d'atterrissage de la Sabena d'alors parce qu'ils aspiraient à une bonne vie. Ils voulaient vivre heureux. Ils voulaient fuir la maladie. Ils voulaient aller à l'école. Ce qui a fait que ces enfants-là, ils ont fait des lettres à la Commission européenne. Je vais demander à 2 enfants qui vont venir les lire. Viens, madame, viens. Je vais demander à mon petit garçon. Non, c'est pas après, on va le faire. Viens, ok. Ici, viens par là. Ici, oui. La lettre que Yagui et Fodé ont écrit à la Commission européenne, mais en néerlandais. Voilà, papa, ici, tu vois. Excellentie, meneer leden verantwoordelijken van Europa. Wij hebben het eerbare genoegen en het groot vertrouwen u deze brief te schrijven om u in te lichten over het doel van onze reis en over het leven van de kinderen en de jongeren van Afrika. Maar laat ons u eerst onze fijnste, liefdevolste en meest respectvolle groeten van het leven overbrengen. Met dit doel willen wij u vragen om onze steun en toeverlaten te zijn over in Afrika die tegen bent aan wie men om hulp vraagt. Wij smeken u voor de liefde van uw woon op het continent, voor de gevoelens die u koestert, voor uw volk, uw familie en vooral voor de affiniteiten en de liefde van uw kinderen, die u lief hebt als het leven zelf en ook voor de liefde en de schutterij, zeker van onze schepers God, de Almachtige, die u alle goede ervaringen, de rijkdom en de macht heeft geschonken om uw continent zo goed op te bouwen en te organiseren dat het mooiste en het meest bewonderenswaardige van alle is geworden. En herenleden verantwoordelijk van Europa, het is op uw solidariteit en uw zachthartigheid dat wij in Afrika in beroep doen. Help ons, wij lijden en dan in Afrika help ons, wij hebben problemen en enkel onleefbare kinderrechten. Voor wat onze problemen betreft hebben wij de oorlog, de ziekte, de voeding enzovoort. Wat de kinderrechten betreft in Afrika en vooral in Guinea hebben wij wel veel scholen, maar een groot gebrek aan opvoeding en onderwijs, behalve in de privé-scholen waar men een goed opvoeding en goed onderwijs kan krijgen, maar men moet een grote som geld hebben en onze ouders zijn arm. De onleesbaar is om te voeden. Vervolgens hebben wij in sport zoals voetbal, basket, tennis. Dus in dit geval vragen wij de Afrikanen en vooral voor de kinderen en de jonge Afrikanen dat u in grote de toevoegende organisatie zal maken voor Afrika, opdat het vooruitgang zal maken. Een grote en doeltreffende organisatie en ons leven riskeren, dat is omdat we in Afrika te veel lijden en wij uw hulp nodig hebben om te strijden tegen de armoede en een eind te maken aan de oorlog in Afrika.
En dan zit alleen wij besturen en vragen wij u om ons te helpen. Studeren zodat we in Afrika zoals u kunnen worden. Tot slot, we smeken u om ons heel erg te excuseren dat wij gedurfd hebben om deze brief te schrijven. Uw grote personaliteit en wie wij verschuldigd zijn en vergeet niet dat het aan u is dat wij ons beklag moeten doen voor de zaken van onze kracht in Afrika. Dank u wel, prima, mes amis. Ok. Voilà. En français aussi, rapidement. Zainou, bien. Attends, je te donne. Message de la Guinée et Fodé. Excellences, Monsieur les membres et responsables d'Europe, nous avons l'honorable plaisir et la grande confiance de vous écrire cette lettre pour vous parler de l'objectif de notre voyage et de la souffrance de nous, les enfants et jeunes d'Afrique. Mais tout d'abord, nous vous présentons les salutations les plus délicieuses, adorables et respectées dans la vie. À cet effet, soyez notre seul appui et notre aide. Vous êtes pour nous en Afrique ceux à qui il faut demander au secours. Nous vous supplions pour l'amour de votre continent, pour nos sentiments envers votre peuple et surtout pour l'affinité et l'amour que vous avez pour vos enfants, que vous aimez pour la vie. En plus pour l'amour et l'amour, en plus de la timidité et de notre Créateur, le Tout-Puissant, qui nous a donné toutes les expériences et richesses et pouvoir de bien construire et organiser votre continent à devenir le plus beau et admirable parmi les autres. Messieurs les responsables d'Europe, c'est votre solidarité et votre gentillesse que nous vous crions au secours en Afrique. Aidez-nous, nous souffrons énormément en Afrique. Nous avons des problèmes et quelques manques au niveau des droits de l'enfant. Au niveau des problèmes, nous avons il n'était que deux. Et ils avaient eu la bonne idée d'avoir un message. Mais n'oublions pas, tous ceux qui sont entre-temps ont essayé de faire le même voyage et ont échoué en route. Plus de 30 000 depuis 2014, 1100 jeunes Africains et Africaines depuis le début de cette année, même pas un an. C'est un vrai scandale. Cela fait maintenant depuis 60 ans que l'on conduit une aide officielle et privée qui est supposée avoir résolu ces problèmes. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que la pauvreté continue, que le continent africain, le seul continent où le nombre de jeunes illettrés augmente, qu'il y a toujours un nombre croissant de pauvres. Il est donc urgent que la façon dont l'aide au développement est conçue et gérée soit changée et radicalement. Et ça, ce n'est pas une idée d'une personne comme ça qui vient de demander ça. C'est tous les spécialistes qui disent qu'au plus un pays reçoit de l'aide, au moins il se développe. Il est absolument urgent que autour de nous, tout le monde collabore pour changer cette croyance selon laquelle il suffit de débourser les quelques centimes ou quelques euros qu'on a en trop pour résoudre le développement de l'Afrique. Cela demande une autre, comme le disent Yaguine et Fodé, une grande organisation. Une organisation où tout le monde se met ensemble pour développer l'Afrique en prenant soin de bien s'adresser à ceux qui ont la première responsabilité de la défense des droits fondamentaux, c'est-à-dire les gouvernements. Alors la société civile a bien sûr un rôle capital à jouer. On sait qu'il peut y avoir de politique durable et équitable sans la participation de la société civile à la définition de ces politiques. Mais seule, elle ne peut rien si elle n'arrive pas à convaincre leurs autorités. Il est donc tout à fait heureux que des gens comme l'association Place Barra et IDEE continuent à chercher à faire vivre le message et à rappeler aux autorités qu'il est urgent de faire le nécessaire pour mettre fin aux massacres, que ce soit les épidémies en Afrique, qui pourraient très bien être soignées par des plantes que les gens de toute façon utilisent, mais qui sont les autorités refusent de reconnaître
comme étant efficace contre les maladies. Pourquoi? Pour faire vivre des sociétés pharmaceutiques qui vendent leurs produits. Il faut absolument décoloniser l'aide, c'est-à-dire que ce soit enfin les Africains qui définissent ce qu'il faut faire ensemble, en dépendant le moins possible, justement, de l'aide extérieure. Parce que l'aide extérieure est limitée et ne peut pas résoudre le problème. Ça ne pourra. L'Afrique se développera uniquement quand on arrivera à se baser essentiellement sur les valeurs locales, les solutions locales. Quand vous avez un problème chez vous, est-ce que vous dites « Ah oui, je voudrais avoir ça, je vais aller voir si je trouve l'argent quelque part pour le faire » Non, on dit « Voilà les moyens que j'ai, voilà la solution que je vais apporter. » Et il est urgent que l'Afrique résonne dans cette aide. Et qu'en même temps, les donateurs arrêtent de s'imaginer que c'est eux qui vont résoudre le problème en Afrique. Bon, j'ai déjà trop parlé. Je crois qu'en tout cas, aujourd'hui, une année de plus, 22 ans après, nous sommes toujours là. Et j'espère que nous serons toujours là aussi longtemps qu'il y a des Yaguine et Fodé en Afrique. Merci. On applaudit. Merci Jacques, c'est tout à fait réel. Il faut décoloniser l'aide au développement des pays en Afrique. Le Cap-Vert, le Ghana, ils l'ont compris. Aujourd'hui, le Ghana ne vit pas avec l'aide extérieure. Le Ghana vit de ses propres sources. C'est ça qu'il veut vous dire. Le Cap-Vert est un pays qui a un PIB peut-être égal au PIB belge. Ou même plus. Mais voilà, le Cap-Vert est un pays d'Afrique de l'Ouest qui est là. Ça peut arriver. Et aujourd'hui, comme vous venez de le dire, nous ne serons pas fatigués. On ne va pas se lasser. Nous allons continuer la lutte parce que les gens continuent à mourir en mer, dans le désert. Et je crois que ce n'est pas la solution. 22 ans après, le message de Yaguine et de Fodé sont toujours dans les tiroirs. Nous voulons qu'ils sortent des tiroirs et que les vrais problèmes soient résolus. Merci. Oscar, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît, je vais vous demander de l'applaudir. C'est quelqu'un aussi qui est tout le temps avec nous, avec la place Bara. Ah, voilà. Voilà, ils nous ont toujours aidés pendant des années, nous sommes toujours ensemble. On va l'écouter, il va donner un petit message lui aussi au monde entier. Merci. Merci beaucoup. Je n'ai pas grand-chose à dire, pardon, en plus de ce que vous avez déjà exprimé. Nous nous retrouvons ce 2 août pour la énième fois. Dans mon esprit, et je l'ai dit et redit, dans les années passées, pour moi, le 2 août est un jour férié. Partout où je suis passé, partout où j'ai travaillé, où je continue à travailler, dès le début de l'année, je rentre mon congé pour le 2 août. Et évidemment, comme je l'ai dit à Jean-Jacques, quand il m'a donné l'information, chaque année, quel que soit l'endroit où ça commence, nous devons nous retrouver. Que ce soit à l'extérieur comme aujourd'hui devant la commission, que ce soit à l'aéroport comme nous l'avons fait pendant de nombreuses années. Et j'ai même dit une fois que même si on devait le faire dans une chambre, nous devons absolument chaque année porter témoignage, nous réunir pour que ces 2 jeunes gens qui symbolisent et qui représentent des centaines, des milliers d'autres, voire des millions de jeunes sur le continent africain, que l'on se souvienne de leur sacrifice, que l'on se souvienne de leur message. J'ai écrit cette nuit que si vous n'avez pas de mémoire, sur ma page Facebook, si vous n'avez pas de mémoire, vous n'existez pas. Et on a tendance à dire, ou on a l'habitude d'entendre que si vous oubliez les drames que vous avez vécus, vous vous condamnez à les revivre. Donc je me réjouis de pouvoir être au milieu de vous aujourd'hui, de voir que les enfants, les jeunes majoritairement sont là, ont repris le flambeau et vont continuer dans les années qui viennent à porter ce flambeau-là, parce que le devoir de mémoire, quelles que soient les formes
que nous allons lui donner pendant les années à venir est un devoir nécessaire pour chacun de nous, est un devoir absolument indispensable. C'est tout ce que je peux ajouter et que je remercie donc de me donner l'occasion de répéter ce que nous disons depuis des années, que nous disons au niveau de Rafia Synergie, que nous disons au niveau du cercle Yagin et Fodé, dont je suis l'un des responsables. Et nous espérons que cette mobilisation continue. Les messages que nous allons transmettre ici, à la Commission, aux affaires étrangères, un jour ou un autre, aboutiront à quelque chose qui fera en sorte que les jeunes qui continuent à se jeter dans la Méditerranée, qui continuent à mourir dans le désert, qui continuent à prendre des barques sur nos côtes pour essayer d'arriver ici, parce que pour eux cela représente le paradis. Nous espérons que cette tendance-là va s'inverser, que les jeunes ne mourront plus pour rien et qu'ils vont pouvoir rester chez eux et vivre une vie digne. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Le message, il est fort, il est poignant et merci beaucoup. Oscar, c'est comme ça, chaque année, depuis des années, nous essayons de faire quelque chose. Nous voulons que les choses changent, nous voulons que ça bouge. Et bien voilà, mesdames et messieurs, chers amis du collectif, le fonds Yagin et Fodé, Idée internationale, l'ASBL Place Bara, mes chers frères et sœurs, ce n'est qu'un début, c'est un commencement. La fin est loin. Nous arriverons, nous irons très 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 loin parce que voilà. Et je vais demander aussi au président de l'ASBL Place Bara de nous rejoindre, monsieur Aka, viens s'il te plaît. On applaudit, mais applaudissez, c'est votre président. Voilà. Aka Kwame Basile, voilà, c'est le président de la Place Bara. Et je vais dire merci aux dames qui se sont déplacées. On sait qu'ici en Europe, les femmes, elles sont occupées. Elles s'occupent des hommes, elles s'occupent des enfants. Donc, mais malgré tout, elles sont là. Merci à nos mamans, merci à nos sœurs. Vous êtes les meilleurs. Voilà. Aka, si tu peux dire bonjour, quelque chose, un petit mot. Oui. Oui. Ils n'ont qu'à venir. Venez là. Le collectif, ils sont où? Kelly, viens. Viens. Voilà. Qui viennent aussi. Voilà, venez. Voilà, c'est notre fête, c'est à nous tous. Et voilà. Venez, vous voulez dire un petit mot, hein, je ne sais pas si vous voulez. Bonsoir. Bon, en regardant les pancartes, vraiment, c'est ce qui est très difficile pour nous les Africains, quoi. Donc ça fait combien d'années, il y a toujours des Africains qui risquent leur vie pour juste voir leur lendemain donc s'améliorer, quoi. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent par la mer, qui viennent par des avions, n'importe comment. Et si c'est eux, ils partent chez nous, c'est des expatriés. Et si c'est nous qui venons chez eux, nous sommes des immigrés, quoi. Donc moi je pense que nos dirigeants africains, ils foutent rien, quoi, vraiment, ils foutent rien. Tout ce qu'on a, ils sont là à donner à l'Occident et ils prennent les pots de vin, ils mettent ça pour leur famille, pour leurs proches, leurs connaissances, alors que nous, tout ce qui est en Afrique, c'est pour tous les Africains, pas seulement pour les familles privilégiées en Afrique, pas seulement pour les dictateurs africains. Mais aujourd'hui, on voit toujours ce qui se passe dans le désert, ce qui se passe dans les océans. Maintenant, là-bas, c'est devenu des tombes. Donc, c'est des tombeaux remplis. Donc, on dit qu'il y a combien de milliers de migrants qui sont rentrés en Europe. Alors que si vous regardez même en Afrique, il y a plein de réfugiés qu'on accueille partout en Afrique. Et alors qu'en Belgique, si on regarde dans toute l'Europe, donc l'Europe c'est 4 millions dans toute l'Europe qu'ils disent d'immigrés.
alors que nous en Afrique ça dépasse cela. Même nos pays voisins, on accueille plus de gens que l'Europe accueille ici. Après, ils disent que c'est des crises financières, crises économiques. Ils sont venus prendre nos places, ils sont venus prendre nos maisons, nos enfants, nos femmes, tout ça. Alors que nous, on veut juste vivre dignement, égal à comme eux, comme toute autre personne. Si un Européen, si un enfant jeune, tu vas aller voir, il fait ses études. Après, dans le monde entier, là où il veut aller, le monde est ouvert pour lui. Mais pourquoi pas moi, un jeune Guinéen qui est en Guinée, qui étudie, qui veut dire, ah, aujourd'hui je vais aller en Belgique pour améliorer mes études. Aujourd'hui je vais aller en Amérique, au Canada, partout dans le monde, pour améliorer, pour faire quelque chose, pour pouvoir retourner chez moi, maintenant ramener ce savoir-faire que j'ai cherché ailleurs. Mais cela, c'est juste limité à eux, pas à nous. Donc moi je trouve qu'actuellement il n'y a pas de justice devant l'Union européenne, il n'y a pas de justice mondiale. Vraiment, ils font des lois pour eux. Donc c'est triste de voir qu'il y a toujours autant d'années et qu'il y a toujours des personnes qui meurent pour juste une vie digne et meilleure, quoi, et égale à tout autre humain. Merci, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Merci. Merci beaucoup. Hein. Il a dit des choses qui sont réelles. Prenez la Guinée, on a eu plus de 3 millions, 4 millions de Sierra-Léonais, de Libériens qui étaient réfugiés chez nous. On les a accueillis. Le Congo a accueilli. Donc c'est la vérité ce qu'il dit. Ici, c'est minime. Mais bon, il faut lutter. On va lutter. On ne va pas s'arrêter, on ira loin. Présentement, ce sont les vacances. C'est le mois d'août, le mois de juillet, le mois d'août. Après les vacances, on va lutter. On ira loin. Nous irons à la Commission européenne. On sera reçu à la Commission européenne. Nous allons donner le message de l'Afrique. Nous allons encore transmettre le message de Yagui Fodé qui est oublié. Voilà. Donc, sans plus tarder, maintenant, je vais demander à... comment Marie, viens s'il te plaît. Non, viens, c'est pas pour parler. Viens, tu parles pas, c'est pas pour parler. Viens, madame qui vient. On va aller maintenant. Non, c'est pas grave, c'est pour déposer. Voilà. Je vais... Ok. Jean-Jacques. Voilà, vous allez maintenant, parce qu'il y a une lettre qu'on a eu à faire. La lettre, elle est en anglais et qui est adressée à la Commission européenne. C'est le moment des congés, ils ne sont pas là. Mais bon, c'est pas grave. Oscar, s'il te plaît, tu peux venir aussi. Comme ça, on va essayer. Tout le monde ne peut pas aller là-bas au Berlaymont. On va aller déposer plus la gèbe. Il y a une dame qui peut prendre la gèbe de fleurs, là, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on va aller... Voilà, non, vous pouvez, voilà. Je transmets le message. Oui, non, ça c'est pour le ministère de la coopération. Après ici, on va aller au ministère de la coopération aussi. Voilà. La fleur un peu comme ça. Voilà, Zo. comme ça, voilà, parce qu'on parle de Yagui Fodé ici. On veut bien que ça sorte, mais bon, c'est pas grave, C'est pas grave. Si c'est bon. Ouais, si ça... Non, ça va. C'est mieux comme ça. Oui, mais restez là, madame. Voilà, tu peux rester là. Voilà, c'est bon, comme ça. Voilà, c'est bon, c'est bien. Voilà, c'est le message de la Guinée dans le vent. Donc, voilà, c'est normal. Le message est bien passé. très bien. Donc, C'est bon? ok. Donc maintenant, on va aller, venez, s'il vous plaît, les deux dames. Oscar, Aka, tu peux aller avec eux. Jean-Jacques, ok, c'est bon, transmettez le reste, vous attendez ici. On va arriver.
sommes devant la Commission européenne pour déposer la gerbe de fleurs à la mémoire de nos frères qui sont morts en 1999 dans le train d'atterrissage à Bruxelles. Yaguine Koïta, Fodé Boukara. Donc voilà, mesdames et messieurs, voilà, Place Bara, idée internationale avec le fond Yaguine Fodé. Il est là. Ok, la gerbe de fleurs est là. Voilà. Très bien. Voilà, Yaguine Fodé. Et voilà, et donc de là on va au ministère de la population. Les deux dames. Voilà. Ça va, merci beaucoup. Devant le ministère des Affaires étrangères de la Belgique. Le dépôt de la gerbe de fleurs, mais aussi déposer le courrier à Madame la ministre, voilà, qui est en congé, qui va nous recevoir à son retour, et qu'on transmette le message. Le message de Yaguine et de Fodé. 22 ans, rien n'est fait. Les gens continuent à mourir en mer, dans le désert, le Sahara, et ça commence à être trop. Donc, tout à l'heure, dépôt de lettres et de la gerbe de fleurs, et puis après, on va se retrouver à Anderlecht pour un verre de l'amitié. Voilà, Bruxelles le 2 août. 2 août 1999, pour ceux qui sont en France, 1999, en Belgique, 1999, et 2021, pardon, ça fait 22 ans que deux jeunes Africains ont pris le risque de monter à bord de la Sabena d'alors, dans le train d'atterrissage. Malheureusement, ils ont perdu la vie. Ils ont perdu la vie et le monde entier en a parlé. Ils ont adressé un message. Sur leur corps, il y avait une lettre adressée aux décideurs du monde, à la Commission européenne, aux Nations Unies. Et bien, je crois que depuis 22 ans, rien n'a changé. C'est toujours la même chose. Et nous voulons que ça change. Il faut que ça change. Ça ne peut pas continuer. Les enfants ne doivent pas perdre la vie pour ça. Ils ne demandent qu'une seule chose. Étudier, avoir une bonne éducation, se soigner, avoir la santé, manger à leur faim. C'est ce qu'ils demandent. Je pense que ce n'est pas compliqué. Ils veulent vivre décemment, comme tout le monde. Ils veulent vivre décemment, comme les Européens, comme le reste du monde. Ils ont fui les maladies. Aujourd'hui, on a vu avec le Covid-19 comment le monde peut se réunir en quelques mois, en quelques semaines. Il y a déjà des vaccins. Alors que le paludisme, il tue des millions d'enfants. Alors que la malaria, je dis bien, tue les gens, il n'y a pas de solution. Il y a des maladies plus graves qui sont en train de tuer. Mais aujourd'hui, avec le Covid-19, voilà, tous les labos se sont mis. Voilà, il y a un lobbying. Les labos ont commencé à tout fabriquer. Voilà. Et il y a les vaccins un peu partout. C'est ce vaccin qu'on veut pour les autres maladies. C'est ce vaccin que nous voulons pour le reste du monde. Parce que le reste du monde aussi se trouve sur cette planète. Voilà.
Mesdames et messieurs, c'est le décor. Aujourd'hui, nous sommes lundi, c'est un jour de boulot. Malgré tout, voilà, des gens de bonne volonté ont pris congé. Ils n'ont pas voulu travailler aujourd'hui. Ils ont réservé ce jour du 2 août à nos frères disparus. Je crois que c'est à saluer. Et merci, merci du fond du cœur. Voilà, le collectif ID Guinée et ID International. Pour le collectif, mon ami Oscar, le fonds Yagi Le Fodé, l'ASBL Place Bana, voilà, vous disent merci. C'est un petit mot qui est si petit à écrire, si petit à prononcer, mais qui veut dire grand. C'est vraiment grand le merci. Merci, 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 dankjewel, dankjewel, comme les Néerlandais le disent. Voilà. Je crois que Jean-Jacques n'a pas eu garé peut-être. Hein? Je ne sais pas, je ne le vois pas. Attendez, je vais appeler Jean-Jacques voir. Oscar, tu peux essayer d'appeler Jean-Jacques, s'il te plaît? On ne le voit pas et c'est pas... Voilà, quittez la route s'il vous plaît. Voilà, ce qui est écrit, c'est sur les banderoles de coloniser l'aide à l'Afrique. Voilà, c'est très simple. On a vu, il ne faut pas conditionner l'aide, ne conditionnons pas l'aide. Laissons les gens décider de leur sort. Le Ghana l'a compris, aujourd'hui le Ghana ne vit pas sous la coupole du FMI ou de la Banque mondiale. Le Cap-Vert a compris. Voilà, c'est un message, c'est ce que nous voulons. Mais on ne peut pas donner à quelqu'un une aide et lui dire ce qu'il doit faire. Ça, ce n'est pas une aide. Voilà, nous voulons que ça arrête, il faut que ça cesse. Ensuite, stop aux immigrations fatales d'Africains. Voilà, toute personne a le droit à l'asile. Ok, il est là, Jean-Jacques? Très bien, il arrive. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, stop aux épidémies en Afrique. Plus de 3 millions de morts compris d'éviter par an. Si le monde s'élève, comme on s'est levé pour cette histoire de Covid-19. Voilà. Voilà. Ok, Jean-Jacques, voilà. Je rappelle que le 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants. Donc, nous allons, ça va prouver que tous les décideurs sont là, parce que maintenant ils sont tous en congé. C'est pour ça que le 18 décembre, on va se retrouver, pour que notre message passe, pour qu'on soit reçu à la Commission européenne et au ministère de la coopération. Pour qu'on puisse leur donner le message, le vrai message. Voilà. Voilà. Bon. Et maman vient, on va juste faire... Excellentie, meneer, leden verantwoordelijk van Europa. We hebben het hierbaar genoeg en het groot vertrouwen u deze brief te schrijven om u in te lichten over. Maar laat ons u eerst in de fijnste, liefdevolste en meest respectvolle groeten van het leven overbrengen. Met dit doel willen wij uw volk, uw familie en vooral de affiniteiten en de liefde van uw kinderen, die u lief hebt als het leven zelf en ook voor de liefde en de schitterendheid van onze schepersgod, de Almachtige, die u alle goed ervaringen, de rijkdom en de macht heeft geschonken om uw continent zo goed op te bouwen en te organiseren dat het mooiste en meest bewaardige van alle is geworden. Mijn heren leden verantwoordelijk van Europa, het is op uw zodanigheid en uw zachthartigheid dat wij in Afrika een beroep doen. Houd ons
ons, we lijden enorm in Afrika. Help ons, we hebben problemen en enkele onleefbare kinderrechten. Voor wat onze problemen betreft hebben wij de oorlog en de ziekte, de voeding enzovoort. Wat de kinderrechten betreft in Afrika en vooral al de Guinea hebben wij wel veel scholen, maar een groot gebrek aan opvoeding en onderwijs, behalve in de private waar men een goede opvoeding en goed onderwijs kan krijgen, maar men moet een grote som geld hebben en onze ouders zijn arm. De onderwijs kan krijgen, maar men onleesbaar is om te voeden. Vervolgens hebben wij geen sport. Zoals voetbal, basket, tennis. Dus in dit geval vragen wij de Afrikanen en vooral bij de kinderen en de jongeren dat een grote en doelveranderde organisatie zou moeten worden gevonden op de vooral een grote organisatie die hulp nodig hebben om te strijden tegen de armoede en een einde te maken aan de oorlog in Afrika. Ondanks dit alles willen wij studeren. Wij vragen u om ons te helpen studeren, zodat wij in Afrika zoals u kunnen worden. Ten slotte, wij smeken u om ons heel erg te excuseren, omdat wij het gedurfd hebben om deze brief te schrijven. Uw grote personaliteit aan wie wij veel respect zijn. En vergeet niet dat het aan u is omdat wij ons beklag moeten doen voor de zwakheid van onze kracht in Afrika. Merci, dank u wel, Mamadou. Voilà, c'est un message adressé, la lettre de Yagin Koïta et de Fodé Tunkara, qui a été lue en néerlandais. C'est un enfant qui est né ici, il s'intègre, il parle le néerlandais, il va à l'école, il est intégré. Mais c'est ce qu'on demande, c'est ce que les autres enfants demandent. Ils veulent étudier. Voilà. Voilà, on va lire la lettre aussi en français rapidement. Ça nous vient vite, parce qu'après on doit aller à Anderlecht pour faire la petite fête, le verre de l'amitié. Voilà, Zainoul, la lettre de feu de Yagin. Une lettre écrite le 29 juillet 1999, mais retrouvée le 2 août dans le train d'atterrissage de la Sabina d'alors. Nous étions le 2 août 1999, 22 ans déjà. Voilà, qu'est-ce qu'elle dit la lettre en français? Merci. Message de Yaguiné et Fodé. Excellence, Monsieur les membres et responsables d'Europe, nous avons l'honorable plaisir et la grande confiance de vous écrire cette lettre pour vous parler de l'objectif de notre voyage et de la souffrance de nous, les enfants et jeunes d'Afrique. Mais tout d'abord, nous vous présentons les salutations les plus délicieuses, adorables et respectées dans la vie. À cet effet, soyez notre seul appui et notre aide. Vous êtes pour nous en Afrique ceux à qui il faut demander au secours. Nous vous supplions pour l'amour de votre continent, pour le sentiment envers votre peuple et surtout pour l'affinité et l'amour que vous avez pour vos enfants, que vous aimez pour la vie. En plus pour l'amour et l'amour, en plus de la timidité et de notre Créateur le Tout-Puissant qui nous a donné toutes les expériences et richesses et pouvoir de bien construire et organiser votre continent à devenir le plus beau et admirable parmi les autres. Messieurs les responsables d'Europe, c'est votre solidarité et votre gentillesse que nous vous prions au secours en Afrique. Aidez-nous, nous souffrons énormément en Afrique, nous avons des problèmes et quelques manques au niveau des droits de l'enfant. Au niveau des problèmes, nous avons la guerre, la maladie, le manque de nourriture, etc. Quant aux droits de l'enfant, c'est en Afrique et surtout en Guinée que nous avons trop d'écoles, mais un grand manque d'éducation et d'enseignement, sauf dans les écoles privées où l'on peut avoir une bonne éducation et un bon enseignement, mais il faut une forte somme d'argent. Or, nos parents sont pauvres et il leur faut nous nourrir. Ensuite, nous n'avons pas non plus d'école sportive où nous pourrons pratiquer le football, le basket ou encore le tennis. C'est pourquoi nous, les enfants et jeunes d'Afrique, nous demandons à faire une grande organisation efficace pour l'Afrique
pour nous permettre de progresser. Donc si vous voyez que nous sacrifions et exposons nos vies, c'est parce qu'on souffre trop en Afrique et qu'on a besoin de vous pour lutter contre la pauvreté et puis mettre fin à la guerre en Afrique. Néanmoins, nous voulons étudier et nous vous demandons de nous aider à étudier pour être comme vous en Afrique. Enfin, nous vous supplions des excuses très très fort d'oser vous écrire cette lettre en tant que vous, les grands personnages à qui nous devons beaucoup de respect, et n'oubliez pas que c'est à vous que nous devons nous plaindre de la faiblesse de notre force en Afrique. Merci beaucoup. Message signé Yagin Koïta, Fodé Tunka. 22 ans après, est-ce que le message a été entendu? Le message est toujours dans les tiroirs. Sortons maintenant le message des enfants dans le tiroir. On ne veut plus voir de morts dans le désert, en mer, parce que les enfants, ils ont juste demandé dans leur lettre qu'ils souhaiteraient étudier. Ils veulent une bonne éducation, ils veulent se soigner, ils ont besoin de la santé, ils veulent manger à leur faim. Et bien voilà, c'est un message simple, très simple. Si on peut trouver des remèdes aussi vite pour la Covid-19, je crois qu'on peut aussi trouver les remèdes pour ces enfants qui sont morts dans le train d'atterrissage de la Sabinade. Alors, c'était à Bruxelles. Et nous sommes à Bruxelles, dans la capitale européenne. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, notre lettre sera transmise à Madame la ministre, qui n'est pas là, qui est en congé. À son retour, elle a promis de nous recevoir pour qu'on le lui dise, pour qu'on lui transmette le message, le vrai. Et ça sera fait, je vous jure. Alors, sans plus tarder, la gerbe de fleurs, une dame, s'il vous plaît, honneur aux dames. Madame, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. On va prendre celle-là. Madame, s'il vous plaît, la gerbe de fleurs. Ensuite, Jean-Jacques, il a la lettre, on va voir. On va le mettre où? Voilà, la lettre sera transmise et la gerbe de fleurs va rester. Je rappelle que la gerbe de fleurs, c'est à la mémoire de Yagin Koïta et de Fodé Tunka. Voilà. Simplement un petit mot, on a fait assez de discours. Maintenant, c'est la fin de la partie publique de cet événement. Maintenant, ce qu'on attend, c'est des actes. Et je profite aussi pour remercier la police qui nous a très gentiment permis de faire cette... On applaudit pour la police là. Monsieur Bondas, Patrick Bondas, il n'écoute pas. Il ne veut pas écouter. Il ne veut pas. Attends. Monsieur Bondas, merci, on vous remercie ainsi que la police pour nous avoir permis de faire ceci. Merci. Voilà, donc on va remettre la lettre et la gerbe de fleurs, madame, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît, voilà, on va remettre la lettre, c'est pas acquis de droit. Voilà, nous sommes... Voilà, madame, c'est la lettre, le message, plus la gerbe de fleurs que nous voudrons. Voilà, cette gerbe de fleurs, madame, vous pouvez la mettre devant. Voilà. Nous allons mettre ici, s'il vous plaît, la gerbe de fleurs. Voilà, nous sommes devant le ministère de la coopération belge. Madame, s'il vous plaît, voilà, désolé, voilà. On va bien placer, voilà, placez-le très bien. Voilà la gerbe de fleurs. Voilà. À la mémoire de Yagin de Fodé, pour que plus jamais ça, mais tous les jours, ça continue. Voilà, comme Jean-Jacques le disait, on a fait tous les discours, nous attendons des actes. Donc au retour de la ministre, elle a promis de nous recevoir et nous serons là pour transmettre ce message. Le message de paix, le message d'amour des enfants. Voilà. Très bien. Ok, c'est parfait. Ok, voilà. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Madame Basile, merci. Voilà. Donc, voilà, mesdames et messieurs, je crois que c'est bon. Je vais juste demander à nous tous, on va faire 1 minute de silence à la mémoire de Yakin Frédé et de tous ceux qui sont morts en mer et dans le Sahara. S'il vous plaît, 1 minute de silence. Voilà, merci. On va en arrêt. Merci beaucoup. À l'année prochaine, parce qu'on ne se fatigue pas. Chaque année, nous serons là. Voilà. Merci à la police, merci à tout le monde. Et rendez-vous à la rue Éloire, numéro 80 à Anderlecht. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 2 août 2021. Merci à vous tous d'avoir fait le déplacement malgré que c'est un jour de boulot. Et merci, merci, merci. Donc, comme à l'accoutumée, je vais me faire le devoir de présenter les personnalités qui sont présentes ce soir. Nous avons notre grand frère, l'ami de tout le monde, l'ami de la jeunesse, le secrétaire de l'ambassade, M. Diallo Aliou, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Je représente M. l'ambassadeur de Guinée dans le Benelux, ici ce soir. Chaque année, l'ambassade de Guinée est un partenaire sûr, fiable, crédible du collectif. Donc, c'est le conseiller, je veux dire, le conseiller de l'ambassade. Donc, merci M. Diallo. Voilà, vous êtes la bienvenue. Ensuite, je vais vous présenter, pour ceux qui étaient tout à l'heure avec nous au gouvernement et au ministère de la Coopération, un monsieur qui, pendant plus de 20 ans, merci beaucoup, merci. Donc, un monsieur qui a toujours aidé la Guinée, c'est un ami de la Guinée. Un monsieur qui a un cœur en or. C'est le fondateur du fonds Yagin et Folé. C'est lui le fondateur. Il s'appelle M. Jean-Jacques Chun, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. C'est notre ami. Alors ce soir, on s'est dit qu'il fallait trouver. Le comité m'a demandé de trouver quelqu'un qui allait venir débattre d'un sujet, une conférence sur 2 thèmes. Le premier thème, c'est décoloniser l'aide au développement. Et le deuxième thème, c'est les préventions que l'État guinéen a eu à mettre en place pour quand même empêcher non seulement ce flux migratoire, mais aussi bien coordonner et recevoir ceux qui sont au retour. Donc, nous avons notre frère, qui est un écrivain, qui a déjà écrit ici un livre, et qui est intitulé Diaspora mode, voilà, l'Afrique en Europe, mode d'emploi. Il a aussi fait un film
parce que vous savez, il est aussi directeur général d'une radio, du web, qu'on appelle ABS TV. Donc ce monsieur, c'est un de nos frères, c'est un honneur, c'est monsieur Kaba Amarasemou Kaba, que je vous demande d'applaudir. Donc aujourd'hui, monsieur Kaba va nous entretenir. Monsieur Kaba va nous faire voyager. On va écouter monsieur Kaba et après monsieur Kaba va nous donner l'exclusivité. Il n'a pas encore projeté son film, mais il va le faire pour le comité. Pour la place Para, il va le faire pour le fonds Yagui de Fodé, il va le faire pour Idée Internationale et également il va le faire pour l'ambassade de Guinée. Donc je vous demande encore d'applaudir M. Kaba. Donc sur ce, on ne va pas trop parler. Je vais donner la parole à M. Kaba qui va commencer son exposé. Et comme il le dit, c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. M. Kaba souhaiterait qu'après son exposé, voilà, c'est... Voilà. Ok. Monsieur l'ambassadeur, oui, c'est vrai. Ok. Monsieur Chouk, je vais vous donner la parole. Et après, on va donner la parole à l'ambassade. Bonsoir tout le monde. Bien sûr, chaque année, l'année passée, on est toujours souvenir de Yagui Fodé et éviter qu'il ne tombe dans l'oubli le sacrifice de ces deux jeunes. Alors, il y a ce qu'il faut retenir de ce message. Pour moi, c'est deux choses. Deux choses les plus importantes. La première, c'est que manifestement, les choses ne marchent pas. Si 60 ans d'aide au développement et de financement avaient fonctionné, ben Yagui Fodé n'aurait pas dû se sacrifier. C'est une première des conditions. Et donc, tout ce qui se fait, qui s'est fait, malheureusement, ne fonctionne pas. Alors, je ne vais pas ici... j'ai travaillé toute ma vie dans l'aide au développement, que ce soit en Afrique, que ce soit à la Banque mondiale, que ce soit à la Banque européenne d'investissement, et maintenant, depuis environ 17 années, pour le titre de Yagui de IDU. Et donc, force est de constater que ça ne marche pas. Que l'aide au développement n'apporte pas les solutions. Pire, les récentes conclusions de personnes aussi importantes que les prix Nobel montrent qu'au plus un pays reçoit de l'aide, au moins les services. Et donc, plusieurs auteurs, déjà dans les années 80, disaient clairement, si on veut que l'aide fonctionne, il faut qu'on change la façon de procéder de façon radicale. Et une série de propositions qui ont fait. Et d'ailleurs, l'idée a sorti une petite brochure qui s'appelle Ces charités qui tuent, qui existe en anglais aussi, et qui montre qu'est-ce qu'on devrait faire. Voilà, ces charités qui tuent. Et qu'est-ce qui devrait être fait pour que finalement cette aide puisse contribuer au développement. Mais je ne vais pas vous entretenir trop longtemps là-dessus, simplement dire la seconde raison pour laquelle il faut absolument retenir, et c'est Hélène Madinda, qui malheureusement n'est pas ici ce soir, mais qui était souvent ici, et qui rappelait que la raison du drame des Yagui Fodé, c'est qu'ils n'ont pas trouvé autour d'eux, ni auprès du gouvernement, ni auprès de leurs enseignants, ni auprès de leurs parents, la réponse à leurs préoccupations. Ils étaient perdus. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a tant de drames de jeunes en Afrique qui cherchent la solution ailleurs, plutôt que d'essayer de trouver la solution sur. Et là, il y a 2 ans, pour les 20 ans de Yagui Fodé, on avait organisé une réunion en Guinée. Et pour ceux qui savent ce qui s'est passé, c'est peut-être une répétition. Pour ceux qui ne le savent pas, il est bon de rappeler qu'il y avait 2 choses. Il y avait une réunion de la jeunesse qui avait été convoquée et qui s'était réunie avec des
et qui suppliaient leur gouvernement de faire le nécessaire pour que ces jeunes puissent contribuer au développement de leur et se sentir utiles, sentir qu'ils ont une possibilité d'améliorer les choses. Ils savent que les choses ne sont pas faciles à améliorer, que les choses sont complexes, mais au moins qu'ils aient une possibilité de voir l'avenir se dessiner devant eux de façon plus prometteuse. Et la deuxième réunion était une marche de mères et des pères d'enfants qui n'ont pas réussi l'émigration, qui sont décédés en juillet. On avait plus de 500 dans les rues de Conakry. Et donc, c'est une autre activité. Et donc, l'idée peut annoncer que nous comptons renouveler ces expériences le 18 décembre à la journée. Voilà, je termine ici parce que j'ai déjà assez parlé. Et je vous remercie de votre attention. Et on pourra toujours revenir sur un certain nombre de points si vous le souhaitez. Merci. Voilà, merci M. Diallo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, je commencerai par remercier l'ASBL Laspara pour l'invitation qui nous a été accordée pour prendre part à cette commémoration. Je crois que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à une commémoration ici à Paris concernant Yadi Foudi. Déjà, moi, je me souviens bien, en 2016, j'étais à la Grande Place, justement, pour prendre part à une conférence débat dans ce cas. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour remercier M. Jean-Jacques Sou pour tout ce qu'il a fait, tout apport qu'il a apporté depuis le décès de ces deux jours-là et qui nous va droit au cœur. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour présenter les excuses d'ambassadeur. Il n'a pas pu malheureusement être parmi, mais il m'a délégué en son nom personnel, au nom de toute la mission diplomatique, d'assister à cette commémoration. Inutile de rappeler que c'est tragique de Yadi Foudi. Nous savons tous, ils sont décédés le 2 août 1999, sur un train d'atterrissage à Sabine, ici à Paris. Depuis lors, toutes les cérémonies qui ont été organisées ont été pour nous permettre de ne pas oublier leur mémoire, que Dieu fasse qu'on ne les oublie pas et qu'on ait le courage toujours pour les porter dans nos cœurs. Et je dois dire que si Yadi Foudi en septembre 1999 s'était déplacé, c'était peut-être pour chercher une lumière dans la tête. Et tout ça, malheureusement, c'est lié à ce qu'on appelle l'immigration clandestine. Et l'immigration clandestine a ses méfaits. Nous voyons tout ce qui se passe à la télévision avec ceux qui suivent, ceux qui passent par la Libye. Non seulement il y a des décès, mais il y a aussi, très souvent, ils tombent dans les mains des trafiquants. Il y a certains qui sont enrôlés dans des réseaux islamistes et extrémistes. Et souvent, quand ils arrivent ici, ils restent longtemps dans une situation illégale. Ne leur permettait pas d'avoir les papiers, d'avoir du travail. Et ce qui aggrave tout ça aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de tous subir les conséquences de la pandémie de la COVID-19, ce qui complique encore la situation de ceux qui arrivent ici. Alors je dois dire que, par rapport à tous ces faits, qu'en 2015, les chefs d'État et de gouvernement africains et européens se sont réunis à La Valette, ça c'est à Malte, parce qu'ils avaient constaté que l'immigration clandestine avait pris de l'ampleur. Lors de cette rencontre importante, ils ont adopté deux documents. Un document de politique générale, déclaration de politique générale,
et un plan d'action. Un plan d'action qui comportait 5 priorités. Et l'une des priorités les plus importantes dans ce plan d'action, c'est l'aspect développement des pays d'origine. Et encore, la lutte contre la migration irrégulière, les causes profondes de la migration irrégulière en Afrique. Alors je dois dire qu'à la suite de cette déclaration, de ce sommet, à la suite de ce sommet, le gouvernement guinéen, parce que nous, notre chef d'État avait assisté justement à ce sommet, on a adressé une requête aux autorités européennes parce qu'ils avaient mis ce qu'ils appelaient à l'époque le fonds fiduciaire d'urgence pour la lutte contre la migration irrégulière, les causes profondes de la migration irrégulière. Sur la base de cette requête, on a obtenu un financement de 65 millions d'euros qui est destiné à l'insertion socio-professionnelle des jeunes en République. C'est là où je vais répondre à l'inquiétude évoquée par M. Schultz, quand il a dit que quand ils sont partis à Guinée, les jeunes ont demandé à ce qu'on leur crée des opportunités. Alors ce programme qui a été créé, ce programme efficace, répond à ce. Il a démarré en 2017. Il est mis en œuvre par 3 organismes. Il y a ENABEL, côté belge. Il y a la GIZ, côté allemand, c'est l'agence de coopération technique. Et troisièmement, le centre de commerce international. Alors l'étude qui a été menée sur place a permis de cibler les régions, les villes où l'immigration clandestine était beaucoup plus forte. Le programme touche toute la Guinée. Mais, quand on prend par zone, au niveau de la basse Guinée, par exemple, les régions principalement ciblées, c'est Conakry, Kindia, Forêt-Karia, Boké. À moyenne Guinée, c'est Mamouf, Dalaba, Pita et Labé. En Côte-Guinée, on cible des Kankam, Sigiri, Mandiana. Il y a une Guinée forestière qui s'y dégoûte et Zérékoré. Parce qu'ils ont constaté que la plupart des migrants clandestins venaient de ces régions. Mais le programme couvre tout le pays. Parce que ça peut changer d'un moment à un autre. Alors ce programme, son objectif c'est quoi? C'est renforcer l'agro-business et créer des emplois pour les jeunes guinéens. Ce programme contribuera à la prévention de la migration irrégulière en soutenant le développement économique de la Guinée pour favoriser l'insertion des jeunes et la réintégration des migrants de retour au pays. Donc le programme a démarré, il est actuellement en cours, il évolue très bien. Et on aura l'occasion, à la fin du programme, d'organiser un programme de suivi et d'évaluation pour voir les résultats de ce programme. Mais donc, je dois vous dire que déjà, il y a une initiative qui est prise au niveau des autorités guinéennes pour résoudre ce problème, pour éviter que les jeunes ne partent, ne quittent. C'est un souci des autorités guinéennes, c'est un souci du gouvernement guinéen. Nous en faisons de nos priorités. Deuxièmement, tous, vous savez, une fois, il y a eu un représentant de la Bible qui s'est rendu ici, à Bruxelles. Il a tenu, si je me souviens bien, une conférence dans cette salle. Il était venu dans le but de contacter la diaspora guinéenne pour voir dans quelle mesure elle peut s'impliquer dans le développement économique socio-économique de la Guinée par la création d'entreprises en Guinée. Il a développé le sujet ici. Alors je dois vous dire que sur ce plan-là aussi, l'APIC, qui est l'agence chargée de la promotion des investissements privés, a ouvert des opportunités pour la jeunesse, pour ceux qui veulent créer des entreprises. Pour ceux qui veulent créer des entreprises, je vous inviterai à aller au portail de l'APIC.
Et je vous donnerai cette brochure, ceux qui sont intéressés. Il y a invest.gov.gl. Ils sont à la disposition de la jeunesse, ils sont à la disposition de la diaspora guinéenne, pour tous ceux qui veulent créer des entreprises en Guinée qui permettront naturellement de créer des emplois et des opportunités. Maintenant, ce que je voulais dire avant de terminer, c'est très bon d'organiser, c'est une suggestion, une proposition, très bon d'organiser ici des communications. Mais j'aurais souhaité à la longue. Ça a été fait une fois à Conakry. Je vous remercie très vivement de ce qui a été fait dans ce sens. Il s'agira, toutes les associations, toutes les organisations sont en train d'organiser un événement de ce genre, de voir dans la mesure du possible, auprès des institutions, auprès des organisations non gouvernementales, de voir comment il est possible de collecter, par exemple, des fournitures scolaires, tout ce qui est nécessaire pour aller directement dans l'école où il y a des fournitures pour monter dans l'avion, offrir ces fournitures et tenir des conférences également sur les conséquences, les méfaits de l'immigration clandestine qui pourrait avoir encore beaucoup plus d'effets. C'est une proposition que je fais. Elle a été faite une fois ici, vous vous déplacez, mais je vous encouragerai à continuer cette démarche en vous déplaçant. Il n'est pas dit de le faire chaque année, ça va être coûteux, même si c'est une fois les 2 ans ou les 3 ans, ou tous les 3 ans, comme ça vous vous rendez sur place pour essayer d'organiser des événements de ce genre qui va avoir encore beaucoup plus d'impact auprès de la jeunesse. Voilà. Donc ça va être mon mot de la fin. Je vous remercie encore une fois de plus de nous avoir invités ici et je reste à votre disposition pour toute l'information complémentaire. Merci. Excellence. Et nous vous promettons que ça sera fait. Et merci de nous donner encore l'idée. Comme je le disais tout à l'heure, M. Diallo, c'est notre grand frère, c'est notre ami, il est avec nous. Donc ce qu'il a dit, on va essayer de voir. Le comité verra qu'est-ce qu'il faut faire, on va le faire. Comme il a dit, on va se déplacer. Nous serons à Conakry, on va s'organiser pour pouvoir aller faire cela. La dernière fois, M. l'ambassadeur même nous disait, il dit aussi qu'il avait donné des propositions. On les tient à la lettre, Excellence. Donc, mesdames et messieurs, avant que M. Kaba, je vais déjà présenter M. Oscar aussi, qui est un des membres du collectif. Et Mme Anne-Sylvie aussi, s'il vous plaît. Voilà, donc, avant que M. Kaba ne commence son exposé, je vais juste demander aux enfants de venir juste lire une petite partie de la lettre de Yagui Nefodé. Et puis les enfants vont peut-être partir parce qu'ils sont un peu fatigués. Voilà, juste bien. Voilà. Excellent. Leden van Europa, wij hebben het leerbaar en vertrouwen in deze brief te schrijven, u in te lezen over. Wij hebben leerbaar en de grote vertrouwen in deze brief te schrijven om u in te lezen over het groeien van onze reis en kinderen en de jongeren van Afrika. Maar laat ons u eerst onze fijnste liefdevolle en meest respectvolle groeten aan het leven overbrengen. Met dit doel willen wij u vragen uw steun te overlaten te zijn voor ons in Afrika, u die tegen bent. Gevoelens die u koestert voor uw volk, uw familie en vooral de activiteiten en de liefde van uw kinderen, de Almachtige die u alle goed erven, de rijkdom en de macht heeft geschenkt van uw continent zo goed om te bouwen en te organiseren dat het mooiste en het meest bewonderenswaardige van alle is geworden. Ça va. Il est un peu fatigué. Voilà, et voilà. Il a lu juste un tout petit peu. Parce que voilà, il vient d'un voyage. Donc, merci, M. Kaba. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci, M. Diallo. Merci
aux membres de l'association de l'ASBL Place Bara. Merci à monsieur Jean-Jacques Schuld de l'idée et sans oublier mes frères et sœurs aussi qui viennent d'être présentés et surtout merci à vous tous qui avez fait le déplacement pour commémorer cette journée. Avant de commencer mon intervention, j'aimerais bien qu'on accorde 1 minute de silence pour nos frères Yagin et Fodé qui nous ont quittés il y a de cela 22 ans. Sous votre permission, s'il vous plaît. Merci. De l'immigration clandestine reste un sujet difficile et facile à la fois. Difficile car parler de l'immigration clandestine, c'est de parler des drames. Parler de l'immigration clandestine, c'est de parler des souffrances. Parler de l'immigration clandestine, c'est de parler ce qui nous mine au quotidien, mais qu'on n'aimerait pas toujours mettre en face. Facile, car chez chacun d'entre nous, soit nous avons été à un moment donné de notre vie les acteurs de cette réalité, soit dans notre environnement immédiat, nous avons été touchés par cette réalité. Facile, parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher très loin. Il suffit seulement de parler de soi et de sa propre réalité. Nous allons toucher un peu de ce qui se trouve chez tout le monde. Oui, l'immigration clandestine est un véritable problème. Je dirais même que c'est un fléau. Nos frères Yagin et Fodé, je dirais qu'ils n'ont pas été les premiers, mais ils ont été l'image aujourd'hui qui a fait découvrir partout dans le monde cette réalité. Yagin et Fodé, on les a vus ici, comme venait de le rappeler M. Diallo, sur les trains d'atterrissage de la compagnie Sabena. Aujourd'hui, il y a des Yagin, il y a des Fodé, qui chaque jour meurent, qui chaque jour sont parfois même oubliés, malheureusement. Nous sommes dans une phase qui est plus dangereuse que la perte humaine. C'est la banalisation de la souffrance. C'est la banalisation de la réalité. Qui d'entre nous ne voit pas ou n'a pas entendu, chaque fois qu'on ose atteler les réalités, nous dire qu'il y a des milliers, des centaines de personnes qui chaque jour meurent dans la Méditerranée? Qui parmi nous n'a pas entendu les réalités ou vues avec la démocratisation aujourd'hui de l'information grâce aux réseaux sociaux? Les réalités aujourd'hui sont partagées, les réalités aujourd'hui sont likées. Oui, parfois on ne se donne même pas la peine de regarder toute une vidéo, on zappe. Nous sommes quelque part aussi responsables de cette banalisation. Parler de l'immigration clandestine, d'abord, c'est de faire prendre conscience. C'est pour cela que je salue les initiateurs, n'est-ce pas, de ce rendez-vous. Car ça nous permet de savoir, attention, ne banalisons pas cette réalité. C'est un véritable fléau. Il y a l'ancien président de la Guinée, Feu Ahmed Sékou Touré, qui a dit que toute aide qui ne nous aide pas à nous passer de l'aide n'est pas de l'aide. M. Schuld vient de dire tout à l'heure, n'est-ce pas, prêtez-moi le mot, la charité qui tue. Oui, la charité peut tuer. Et ce que nous connaissons aujourd'hui avec les modes de financement, les modes d'aide entre guillemets de développement sont des modèles de charité qui tuent. Car la main qui donne, souvent, est la main qui exige. Malheureusement, nous, Africains, dans nos pays, nous avons vu ces formes d'aide
où quand on nous donne, on nous exige comment est-ce qu'on doit manger, est-ce qu'on doit s'arrêter. Et ça, ce n'est pas de l'aide. Nous avons vu des drames se passer dans plusieurs pays africains. Parce que quelque part, vouloir toujours prendre ces aides, on devient esclave de l'aide. La personne qui donne, c'est la personne qui va finir par exiger comment est-ce que tout doit fonctionner. Et nous avons vu comment les drames se sont passés. On ne va pas rentrer dans tous ces détails, mais nous voyons l'Afrique, n'est-ce pas? L'histoire nous rappelle, et le présent aussi nous rappelle, malheureusement, que c'est toujours d'actualité. Nous voyons souvent, nous parlons certes de notre indépendance. Est-ce que réellement, dans la pratique, nous sommes indépendants? Cette question mérite d'être posée. Quand nous devons organiser nos élections, que nous devons tendre la main afin que nos élections soient financées. Est-ce que les résultats issus de ces élections, la personne ou les personnes qui financent ne seront pas en droit d'exiger les vainqueurs de cette élection? Alors, nous avons vu, malheureusement, nous assistons à pas mal de parodies, malheureusement, qui accompagnent le drame, qui accompagnent le désastre. Oui, il faudrait que nous nous désolidarisons de cette charité qui tue. Je ne dis pas que nous devons nous désolidariser totalement de l'aide, car l'aide qui permet à l'homme de se passer de l'aide, pour moi, c'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont on a besoin. Si depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, on nous donne la même chose pour faire la même chose et pour produire les mêmes résultats, à qui la faute? À la personne qui donne ou à la personne qui prend? Cette question, je pense que nous avons tous notre responsabilité dans la qualification même de la nature de l'aide que nous attendons. Nous devons définir cela. L'immigration clandestine, un sujet d'une actualité extrême. Tout récemment, pendant le confinement, je me suis rendu en Guinée après avoir écrit un livre sur l'immigration africaine en dehors mode d'emploi. Je me suis dit qu'il faut aller sur le terrain pour comprendre certaines réalités. Car être plus loin, nous pouvons peut-être percevoir certaines réalités, mais être présent sur le terrain, ça nous permet de confronter nos réalités à la réalité. Et cela a permis de produire un documentaire sur la politique migratoire de la Guinée. Effectivement, j'ai dit à Sadou que je vais donner un extrait. Je ne vais pas tout montrer ici, parce que si je montre tout ici, comprenez-moi, que voilà, c'est pas le moment. Mais je vais montrer un extrait pour montrer combien de fois, aujourd'hui, ce drame existe. C'est vrai, le gouvernement guinéen, depuis plusieurs années, aujourd'hui, cet acte est à saluer, pose des actes dans ce domaine. Mais c'est une politique migratoire qui nécessite ici de mettre l'interconnexion entre tous les acteurs qui contribuent pour maîtriser ce phénomène. Penser que la Guinée à elle seule, de façon isolée, peut arriver au bout de ce problème serait vraiment une utopie. Je dirais même aucun pays aujourd'hui ne peut isolément traiter ce problème. Il faut aujourd'hui travailler de concert avec d'autres pays, avec des organisations, avec des personnes de bonne volonté qui connaissent la réalité du terrain pour ensemble s'en sortir. Et c'est ainsi que la République de Guinée, à travers un magnifique document que je vous conseille de lire si vous avez le temps, qui s'appelle La politique migratoire de la Guinée, un document qui a été élaboré en collaboration avec l'OIM, l'Organisation internationale des migrants, qui est un document très riche. Dans cette politique, il est question de quoi, en résumé? Il est question de faire le constat. Le constat a été fait pour dire pourquoi ça n'a pas marché. Là, voici la première question. Pourquoi ça n'a pas marché?
Pourquoi jusqu'à présent des Guinéens, des jeunes, pas seulement Guinéens, des Africains, mais comme on parle de la Guinée, chaque jour tentent de partir. À partir de cette question, les solutions ont commencé à venir. Il a commencé par quoi? D'abord, premièrement, le gouvernement, l'État, a eu à mettre ici tout un ensemble d'arsenal. D'abord, il a été nécessaire d'adapter l'arsenal juridique. Car qui parle de la migration, de l'immigration clandestine, doit être doté d'un arsenal juridique. C'est pour cela que vous verrez que depuis 2017, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, ils comprendront qu'en Guinée, on a beaucoup progressé dans ce domaine. Il y a eu aujourd'hui la pénalisation de certains actes qui n'étaient pas condamnés dans notre code pénal, comme la traite des êtres humains, la traite des personnes par exemple. Vous remarquerez aujourd'hui que le mariage forcé, par exemple, aujourd'hui est pénalisé dans notre code pénal. Ce sont des avancées qui sont indispensables aujourd'hui si nous voulons lutter efficacement contre ces fléaux. Car qui parle de l'immigration clandestine parle forcément de la traite des êtres. D'un autre côté, aujourd'hui, il a fallu aussi mettre en place de nouvelles institutions. Sur le plan, au niveau du ministère de la Sécurité, ils ont eu à mettre en place ce qu'on appelle la PROGEM. La PROGEM, c'est la police des mœurs, la police de l'enfance, qui est là aujourd'hui, qui accompagne les victimes et qui, par ces méthodes de communication, aujourd'hui arrive à produire, car les actes qui étaient souvent protégés dans nos familles, les cas de viol, les cas qui poussaient les jeunes parfois à se donner même la mort, les cas qui poussaient les jeunes filles à sortir du pays pour ne pas subir la honte, ces actes aujourd'hui sont non seulement diffusés, ces actes sont non seulement traités dans la presse, mais aussi et surtout, ces actes sont condamnés. Nous avons aujourd'hui en Guinée la mise en place de ce qu'on appelle, au niveau de la gendarmerie, de la brigade de protection des personnes faibles. Voici des situations aussi qu'il faut noter. Ce sont des avancées que nous constatons dans notre pays. Car des personnes faibles, des handicapés, par exemple, qui n'étaient pas, entre guillemets, considérés comme des hommes de maltraitance, étaient là, on les prenait, on les amenait en dehors du pays, on les faisait subir les atrocités. Aujourd'hui, nous voyons que non seulement il y a l'arsenal juridique, mais aussi il y a des institutions qui sont en place pour lutter contre ces phénomènes. L'arsenal juridique aujourd'hui renforce. Mais qu'est-ce qui facilite aussi? Quand nous voyons en Guinée, il faut comprendre que la République de Guinée, c'est 3399 km de frontières terrestres, 320 km de frontières maritimes. Et quand on regarde sur l'étendue du territoire national, on estime qu'il y a plus de 3000 points d'entrée. Ça veut dire que ce n'est pas facile de maîtriser tous ces points pour pouvoir contrôler les départs vers les destinations malheureusement que nous connaissons, car aujourd'hui les jeunes tentent de sortir de la Guinée pour venir plus souvent. L'objectif c'est l'Europe, mais aussi les pays de la sous-région. Mesdames et messieurs, il faudrait retenir que la Guinée est un pays qui présente trois caractéristiques. C'est un pays d'accueil, c'est un pays de départ, mais aussi c'est un pays de transit. Quand nous voyons aujourd'hui les départs qui sont enregistrés, malheureusement, le plus souvent, ceux qui quittent n'ayant pas trop de moyens doivent financer leur voyage. Et c'est là où j'interpelle, nous, les Guinéens de la diaspora. Car en envoyant
les montants, sachant que nos frères, nos sœurs vont prendre ces sous pour venir tenter le voyage combien de fois au risqué. Quelque part, nous sommes aussi responsables de ce drame. Il faudrait que nous arrêtions, que nous cessions d'être les bailleurs du malheur. Oui, que nous arrêtions d'être les bailleurs du malheur, car beaucoup de nos frères, malheureusement, partent, meurent. Et quand on regarde les premiers sous, souvent, c'est nous qui les amenons pour ce voyage. La République de Guinée, on ne le dit pas souvent, je le disais, est un pays d'accueil. Car quand on prend la Guinée, qui est limitée par 6 pays, a connu une vague très importante d'arrivée de réfugiés sur notre sol. À un moment donné, la guerre au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau et en Côte d'Ivoire ont entraîné l'arrivée massive ici des réfugiés dans notre pays. On estime qu'à un moment donné, il y avait plus de 2 millions de réfugiés sur le sol guinéen. Cette cohabitation n'a pas été toujours facile, car ces bouches devaient être nourries. Sur le plan sécuritaire, notre pays n'était pas préparé à faire face, n'est-ce pas, ici, à l'arrivée massive de toutes ces personnes. Cette cohabitation aussi a donné des idées dans la tête des jeunes. Oui, moi qui vous parle, je me souviens que j'ai été influencé d'une façon directe ou indirecte, d'une façon inconsciente, par l'arrivée par exemple des Libériens dans mon quartier à l'époque. On trouvait que ces gens, n'est-ce pas, avaient une autre façon de faire différente, n'est-ce pas, on voyageait, ils nous faisaient voyager par leur façon de s'habiller, par leur façon de faire. Et sans rien comprendre à l'époque, oui, on était naïfs, certes, mais on a eu envie, n'est-ce pas, d'aller ou, n'est-ce pas, d'imiter ces personnes qui avaient comme référence des artistes des États-Unis, de l'Europe et ainsi de suite. Pour venir au bout de l'immigration clandestine, il est important de sensibiliser, de renforcer, n'est-ce pas, l'arsenal juridique en place, mais aussi et surtout de faire l'autocritique à notre niveau. Hier, Yagin et Fouli se sont lancés dans l'aventure. Aujourd'hui encore, malheureusement, il y a d'autres candidats qui sont prêts à tenter l'aventure. Le pays doit beaucoup travailler sur ce point, car il faut oser le dire. Souvent, c'est la déception, le manque de perspective pour la jeunesse qui pousse cette jeunesse à partir. Quand vous finissez, vous terminez vos études, vous êtes qualifié, et que dans votre environnement immédiat, vous voyez que votre père est chômeur, votre grand frère qui a fini ses études 5 ans avant vous est chômeur, vous-même chômeur. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire dans cet environnement si je continue à évoluer ainsi? Et c'est pour cela que nous devons tout faire ici pour changer la donne. Cela doit passer par la formation, par la qualification, par la mise en place d'une politique qui permettra à cette jeunesse ici d'être qualifiée. Car si nous sommes qualifiés, nous pouvons être compétitifs chez nous. Mais si nous restons chez nous et que nous ne soyons pas qualifiés, que nous ne soyons pas outillés pour être des personnes capables d'apporter quelque chose au développement de notre pays, nous serons des tristes téléspectateurs. Malheureusement, ce constat est fréquent, ce constat est énorme dans les pays africains. Mesdames et messieurs, voici les grandes lignes. On ne va pas peut-être retenir trop longtemps, n'est-ce pas? Je ne sais pas si M. Diallo ou M. Scholl aimerait rajouter quelque chose sur ce point. Je voulais juste essayer de le compléter sur un point très important. Il a repris ce sujet quand il a dit que
il est très difficile de régler le problème de l'immigration clandestine quand c'est un seul pays qui se penche sur la question. Ce qui est tout à fait juste. Parce qu'on doit pouvoir fédérer nos forces. Mais je dois vous dire que dans le cadre du plan d'action de Sommet La Valette, justement, évidemment c'est un peu compliqué pour vous ici de comprendre. Vous savez, il y a ce qu'ils appellent le processus de Rabat. Ça, c'est un certain pays, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et du lac Tchad. Et un autre processus qu'ils appellent le processus de Khartoum, qui s'occupe des pays vers l'Éthiopie et tout ce qui s'en suit. Alors, je dois vous dire que dans la mise en œuvre de ce plan d'action, justement, parce que tous les pays concernés se retrouvaient à chaque moment pour évaluer ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Et dans le cadre de ce travail commun, les différents pays ont cherché à harmoniser leur politique en ce qui concerne la lutte contre la migration irrégulière. Il y a des dispositions qui ont été prises, par exemple, pour lutter contre la criminalité transfrontalière. Vous savez, le trafic des migrants, il circule entre les différents pays. Il circule entre les différents pays. Alors, si les différentes polices qui sont sur place sont organisées, pour essayer de mettre la main sur ces gens-là, ça serait une très bonne chose. Donc, les différents pays concernés par le plan d'action de La Valette ont cherché à harmoniser leur politique, à fédérer leur initiative pour essayer de lutter contre l'immigration irrégulière. Ce n'est pas un pays seul qui travaille en vase clos, parce qu'en travaillant en vase clos, ça n'a pas d'effet. Voilà, donc c'est cette précision que je voulais apporter à votre niveau et dire que, aussi toujours par rapport à l'intervention de M. Kaba, aujourd'hui l'État ne peut pas tout faire pour créer des choses, pour donner de l'emploi aux gens. L'État ne peut pas employer tout le monde. C'est un peu le secteur privé. Quand le secteur privé est développé dans un pays, il emploie beaucoup de jeunes. Donc, c'est pourquoi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'agence chargée de la promotion des investissements privés, des mécanismes, des opportunités ont été créées pour permettre aux Guinéens de créer des entreprises, de petites et moyennes entreprises, qui peuvent aussi employer des jeunes. Donc, je voudrais saisir cette occasion vraiment pour vous encourager. Après l'exposé qui a été fait ici par le représentant de la PIP, pour que vous vous intéressiez, en tout cas, il y a beaucoup de facilités qui vous sont accordées. Et puis, il y a le coût très faible des facteurs d'investissement, par exemple, pour main-d'œuvre à bon marché. Il y a aussi un environnement des affaires attractif, un cadre juridique et fiscal incitatif. Tout ça, ça vous permet d'investir et de créer des entreprises. En créant des entreprises, vous créez des emplois. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Diallo. On applaudit, s'il vous plaît, pour notre grand frère. Voilà, notre grand frère, notre ami, qui nous a toujours accompagnés. Merci, M. Diallo. Et merci encore. Vous transmettrez nos remerciements et nos bonjours à son Excellence, M. l'ambassadeur. Nous sommes très ravis et le comité est très content. Oui.
de l'ambassade de la Guinée ici en Belgique. Et merci à tous ceux qui ont fait le déplacement de loin et de près pour assister à cette journée, pas comme les autres. Souvent, on se réunit pour la fête. Là, c'est une journée très triste pour nos frères qui sont décédés. Et merci à M. Sadou de me passer la parole. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Distingués invités, on ne va pas prendre trop de temps, M. Diallo. Oui, s'il vous plaît, il y a l'autorité. Nous dire un mot. L'autorité, s'il vous plaît. Il y a l'autorité qui veut nous transmettre un message. Suivez, s'il vous plaît. Les gars, suivez là. On a suivi ici un film. Suivez. C'est les méfaits de l'immigration clandestine. C'est pourquoi je l'ai dit tout à l'heure, il est très important de lutter contre ces réseaux criminels. On retire de l'argent aux gens qui les font souffrir à l'étranger et qui profitent du système. Donc, ça c'est le travail que l'État est en train de faire. Et comme je l'ai dit, c'est des réseaux qui ont une ramification partout. C'est pourquoi un seul pays ne peut pas faire le travail. On a compris ça. Le travail doit être fait en synergie avec les autres pays. Maintenant, ce que je voudrais suggérer dans le film, quand il y a une situation comme ça, pour un témoignage, quelqu'un qui a mal fait, regroupe l'information avec l'autre partie. Le conseil que je te donne, essayer l'ambassade regroupe l'information et bien connaître l'ailleurs. Merci beaucoup. Merci M. Diallo. Voilà, effectivement, dans ce témoignage, c'est vrai que c'est un témoignage qui est beaucoup à charge. Et justement, on a beaucoup témoigné dans la presse et tout en Guinée. Et on espère en tout cas, vu le professionnalisme, n'est-ce pas, ici que nous avons de notre ambassade et de la disponibilité, j'ose espérer que vraiment, voilà. Merci. S'il vous plaît, suivez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'exprime en Poula. Voilà, comme ça, voilà. Je m'exprime en Poula. Ça va. Je vais t'aller au fond de la scène à 100 millions. Je vais t'aller au 100 millions au fond de la scène à bonne balade et à la haute balade. Amin. Amin. Si pas des golle dans le monde, il y a fontaine, je veux dire, si pas nous avons des golle dans le yala, on peut golle dans le rani, yalla on peut pas aller dans le rani, yalla on peut follow la follow la la bana nana nura na la na kala sai da ra bana na sana ta asama ta azabani Allah sallallahu alaihi wasallam. Voilà, autorité, merci beaucoup. Voilà, merci autorité. Voilà, ça va, on va passer. Merci beaucoup.